Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue à ce premier live ProDurable. ProDurable que je voudrais remercier ici de nous accueillir pour nous permettre de traiter d'un sujet passionnant qui est articulé autour de la question bâtiment et développement durable. Sommes-nous à loin du changement d'échelle? Alors, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour avoir libéré du temps ce matin et nous vous attendons en fait nombreux. Je pense qu'on va avoir un flux de connexion dans les minutes qui viennent. Mon nom est Philippe Raffin, je suis vice-président de LinkUp Factory. J'aurai le plaisir d'aborder la question que je viens d'énoncer ce matin en compagnie de Stéphanie Moriot et de Christelle Gautreau, qui sont toutes deux associées du cabinet d'architectes Bond Society. Donc Christelle et Stéphanie, voilà, qui vont faire un petit coucou pour s'identifier dans la... Voilà, merci. Et de Jennifer Taylor et de Jean Decouet, respectivement directrice du planning stratégique et directeur associé de l'agence de communication Territoire. Alors, nous allons faire... Voilà. Nous allons faire trois... Alors, je regarde, j'ai deux écrans, d'où ma tête qui se tourne pour regarder la partie live. Nous allons faire trois présentations donc, ce matin, sur lesquelles vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à travers le chat, que vous pouvez activer en bas à droite de votre écran. Nous tâcherons d'y répondre au maximum et de libérer tout le monde à 10h30 comme convenu. Je vous demanderai donc pour les questions de bien mentionner l'interlocuteur, le participant auquel elle s'adresse, de manière à ce que ce soit plus facile pour lui de faire cette modération et de répondre d'une manière pertinente. Alors j'ai dit tout ça, j'avais une slide de présentation de tous les invités et je ne l'ai pas activée, elle est ici. Donc je vais commencer par une petite présentation de LinkUp Factory très rapide pour ceux qui ne connaissent pas LinkUp Factory. Nous sommes une structure conseil qui a pour vocation d'aider les entreprises et les marques à créer de la valeur à partir de leur engagement. Nous faisons donc du consulting, mais nous aidons aussi à définir le storytelling de cette démarche d'engagement. Nous venons de fêter notre 10e anniversaire, nous sommes une trentaine, et nous accompagnons nos clients dans leur démarche corporate RSE, d'engagement au niveau corporate, RSM, ce qui veut dire responsabilité sociétale de la marque, avec également une expertise particulière et spécifique dans le changement de comportement. Alors, je voudrais introduire cette visioconférence par des mots que j'ai relevés dans les Échos il y a quelques jours, qui ont été cités par Alain Taravella, le président et fondateur d'Altarea, qui disait « Cette pandémie, personne ne l'avait vu venir, à l'exception de quelques experts. En revanche, la crise climatique, tout le monde la voit arriver, il serait impardonnable de ne pas s'y préparer. » Et plus que jamais, ces mots m'ont paru intéressants parce que plus que jamais, le bâtiment se trouve placé sous les feux des projecteurs en ce qui concerne son impact. C'est le plus grand contributeur au changement climatique. Les bâtiments occupés étant responsables de 30 à 40% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. D'une part, dans un pays comme la France, on a également une dynamique de croissance démographique qui, même si elle se ralentit depuis quelques années, produit malgré tout une demande constante et en augmentation de construction d'infrastructures, laquelle génère une pression sur les ressources stratégiques essentielles du processus de construction. Puis par ailleurs, de par sa visibilité et sa grande sensibilité aux évolutions sociétales et politiques, le secteur du bâtiment est contraint depuis de nombreuses années d'aligner ses impacts sur les attentes de la société. Avec la crise que nous venons de connaître, il figure au premier rang des plans de relance sectorielle, mais il n'aura échappé à personne que tous ces plans de relance sectorielle sont conditionnés à une dimension liée au développement. Et puis, au-delà de sujets traditionnels qui touchent au développement durable, cette crise, de par sa brutalité, a chamboulé beaucoup de certitudes, en particulier sur les sujets qui touchent au vivre ensemble,
à la plasticité des modes de travail et donc, in fine, elle va avoir des répercussions certaines sur les stimuli qui font évoluer le secteur. Je vais les aborder dans un instant. D'où la question que nous voulons aborder aujourd'hui avec vous, en restant très modeste, parce que c'est une question qui est extrêmement vaste et la dimension, toutes les dimensions du développement durable dans le secteur du bâtiment sont extrêmement nombreuses, donc on va forcément être sélectif et j'espère pas trop frustrant. Mais la question, c'est quelle est la place de la durabilité dans le secteur du bâtiment, avec évidemment son corollaire. Dans quel sens la crise du coronavirus peut-elle faire pencher la balance sur un sujet complexe qui peut venir en conflit avec le besoin de restaurer les branches. Alors, je voudrais très rapidement balayer les stimuli du développement durable dans le secteur du bâtiment. Ça, je ne sais pas si ça commence, mais enfin, en tout cas, un de ces stimuli, c'est la demande des clients finaux qui est en très forte évolution, que ce soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou dans le commercial. C'est également le changement climatique, qui évidemment est un driver très important de la demande et de la pression sur les dimensions de développement durable. Le renouvellement générationnel qui à la fois s'exprime par la demande des clients, mais également par les acteurs qui font le bâtiment et qui petit à petit prennent les commandes. La pression des investisseurs avec des indicateurs de développement durable qui sont de plus en plus importants dans les choix d'investissement. Évidemment, les réglementations, la réglementation depuis une quinzaine d'années à la fois au niveau français mais au niveau européen. Et puis l'innovation technologique est également un autre driver extrêmement important. Alors, les enjeux qui sont du développement durable, qui sont propres au bâtiment, j'ai voulu pour ce petit topo introductif me référer aux objectifs du développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015, qui sont au nombre de 17 et que vous voyez apparaître ici, donc je pense beaucoup d'entre vous sont familiers. On voit que sur 17 ODD, comme on les appelle, si on fait une sélection sur ceux qui concernent le bâtiment, on en a 11. Et donc, on voit bien que le bâtiment a une pression, et enfin, en tout cas, on voit bien que le nombre de sujets de développement durable qui touchent le bâtiment sont extrêmement vastes et diversifiés, comme je mentionnais il y a un instant. Et pour pouvoir tenir dans mes 15 minutes de topo introductif, j'ai pensé que la métaphore de l'iceberg était peut-être une manière sélective de parler de 4 dimensions en particulier pour montrer lesquelles étaient plutôt dans la performance et lesquelles étaient plutôt dans le retard, voire l'urgence d'une progression rapide. Alors, le premier domaine qu'on peut considérer comme un domaine d'excellence, c'est évidemment la performance énergétique. Les chiffres qu'on voit ici apparaître avant et après 2013 sur la performance énergétique du parc de logements sont assez éloquents. Et d'ailleurs, si on regarde la place de la France au sein de l'UE, on s'aperçoit que les progrès ici exprimés entre 2000 et 2013 sont plutôt bons et nous placent en tout cas dans la moyenne. On a une réglementation thermique qui est en constante évolution après la RT 2012, on arrive à la RT 2020. Et là, on voit que le niveau d'ambition continue à augmenter puisque le principe des bâtiments à énergie positive fait partie des grands objectifs associés à cette nouvelle réglementation. Alors, si on passe en dessous de la ligne de flottaison, on peut toucher à un thème qui est l'éco-circularité. Et l'éco-circularité, dont ce schéma fourni par l'ADEME est plutôt assez explicite, car elle montre finalement le vaste champ d'action que concerne le thème, ici classé en trois domaines et 7 piliers. Si on prend quelques chiffres en France, on a
46 millions de tonnes par an de déchets qui sont générés par le bâtiment, un taux de valorisation qui est en progression ces dernières années, mais on regarde aussi des sous-secteurs comme par exemple le recyclage des fenêtres, et on voit que seuls 2% dans ce domaine-là, par exemple, 2% des fenêtres sont recyclées. Et on a bien évidemment dans ce domaine-là des exemples inspirants. J'en ai choisi quelques-uns très rapidement. L'isolation, par exemple, avec une entreprise comme Rockwool qui a mis au point un système extrêmement sophistiqué pour aller récupérer les matériaux et pouvoir en faire la base de son offre. Des acteurs de la moquette ou du lino comme Interface ou Target qui ont eux aussi assez tôt mis en place des systèmes, y compris avec des partenariats logistiques très au point pour pouvoir obtenir une récupération de matière et pouvoir la réinjecter dans leur création de valeur. Et puis, j'ai aussi choisi l'exemple de la place de marché Bacassia, qui a 3 ans d'existence, et qui est un outil très intéressant pour la circularité. Ceci étant dit, pourquoi je le mets en dessous de la ligne de flottaison? Bon, au-delà des chiffres qu'on a vus au tout début, on voit bien avec la loi sur l'économie circulaire de février 2020 présentée par Brune Poisson que les ambitions qui sont affichées sont finalement une manière d'adresser en creux les blocages des filières d'éco-circularité. On aura l'occasion d'entendre Stéphanie et Christelle pour des exemples concrets. Elles vont nous parler de cette dimension du développement durable, mais aussi des blocages qu'elles sont amenées à rencontrer. On voit qu'il y a, pour pouvoir avancer sur ce domaine-là de manière efficace, 3 conditions qu'il faut pouvoir remplir. Un maillage du territoire qui soit suffisamment performant, un soutien à l'investissement, et puis l'émergence de vraies filières. J'ai presque envie de rajouter à ça un gros travail sur le comportement sur le terrain, parce que finalement, on peut avoir toutes les filières qu'on veut, tout le maillage qu'on veut. Si, in fine, on a des équipes qui ont une résistance passive par rapport à la sélectivité des matériaux qu'ils récupèrent, le système ne va pas marcher. Troisième sujet, là toujours sous la ligne de flottaison, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est un sujet paradoxal par rapport au bâtiment parce que il y a une interdépendance extrêmement forte du bâtiment avec les écosystèmes pour des raisons que tout le monde comprendra. Et pourtant, c'est une dimension qui est encore largement laissée de côté par la majorité des acteurs. Un élément intéressant à regarder, c'est que par exemple sur les indicateurs qui servent aux investisseurs institutionnels à faire leur choix, seuls 30% concernent la biodiversité par rapport à l'énergie qui concerne 95% des investissements. L'exemple typique en termes il y a beaucoup de sujets qui touchent la biodiversité évidemment et le bâtiment, mais j'ai choisi de faire un focus sur l'artificialisation des terres. Les chiffres sont assez préoccupants puisqu'on voit comment cette artificialisation rampante depuis 40 ans, 50 ans en France nous artificialise un département quasiment tous les 8 ans. On est quasiment à 10% du territoire métropolitain il y a 5 ans, donc probablement un chiffre qui est dépassé à l'heure où on parle, et des terres agricoles ou agronomiques de bonne qualité. La difficulté à pouvoir sécuriser des périmètres agricoles de qualité qui sont artificialisés et avec des conséquences qu'on connaît et qui sont extrêmement dommageables pour l'ensemble de notre système. Alors, il y a un plan ambitieux qui a été présenté il y a 2 ans par Nicolas Hulot avant son départ. C'est un plan qui est assez vaste en termes de sujets touchant la biodiversité qui sont
abordé, mais on voit la difficulté, par exemple, à se mettre d'accord sur une échéance, sur un objectif qui est le zéro artificialisation net, c'est-à-dire comment lorsque une zone est artificialisée, on peut la compenser par une autre zone qui va être rendue à l'écosystème. Alors, la France reste quand même extrêmement active là, au niveau international sur ce sujet-là, ce qui est plutôt bon signe. Il va y avoir ce mois-ci, vous savez probablement, le 7e congrès mondial de la nature qui va se dérouler à Marseille et qui, selon nos informations, aura lieu en janvier 2021. La France est aussi extrêmement présente dans les COP à l'étranger qui touchent ce sujet-là. Donc, on peut espérer que la dynamique concernant la biodiversité soit une dynamique positive dans les prochains mois, les prochaines années. D'ailleurs, des acteurs internationaux, mais avec une origine française, se sont mobilisés en 2013 avec le premier label international sur la biodiversité. Il y a 2 ans, une cinquantaine de projets déjà labellisés, dont le toit de la scène musicale à Boulogne-Billancourt sur l'île, non pas de la Jatte, mais de Seguin, et une cinquantaine, au relevé des chiffres, une cinquantaine de projets en cours de labellisation. Et puis, là, on est en train d'arriver à la base de l'iceberg avec un sujet, la santé au travail, où on peut facilement dire qu'on est franchement en retard. Alors, la sécurité, c'est une obsession des grands acteurs. Et pourquoi je parle de santé et puis je bascule sur la sécurité, c'est parce que, évidemment, les 2 termes sont systématiquement accolés dans les démarches, les dispositifs des acteurs. Alors, la sécurité, on sait qu'il y a une surreprésentation du bâtiment dans les accidents du travail. On sait que tous les grands acteurs ont des politiques extrêmement volontaristes pour arriver à un objectif de 0 accident. On sait que l'innovation est évidemment extrêmement importante. Le nombre de startups qui poussent sur ce thème de la sécurité, en particulier dans le bâtiment, est extrêmement dans l'augmentation constante et l'innovation va du casque connecté aux exosquelettes. Donc là, on voit bien une dynamique extrêmement forte. Là où l'autre mot de l'expression, la santé, lui, est franchement le parent. Et c'est un grand oublié qui, avec un sujet qui probablement aurait encore fait payer énormément de monde le 1er mars dernier, et je pense qu'après l'événement que nous avons tous vécu pendant 3 mois, quiconque continuera à veiller sur le sujet de la santé en général et de la santé au travail en particulier aurait probablement vécu cette trauma sur une autre planète. On a une prévalence des cancers d'origine professionnelle extrêmement importante dans le domaine du bâtiment, quasiment la moitié d'entre eux étant liés à l'amiante, et la simple évocation de ce sujet de l'amiante, c'est une manière de montrer en quoi le thème de la santé est une bombe à retardement sur lequel il est urgent de pouvoir intervenir. On avait, nous, chez Link-Up, alors c'est pas un acteur du bâtiment qu'on peut en parler, bien sûr, mais c'est un acteur assez proche du bâtiment. On avait eu l'occasion de travailler il y a quelques années avec le Total, qui souhaitait justement ajouter une dimension santé à la dimension sécurité, qui faisait l'objet de politiques de sensibilisation et de dispositifs extrêmement rigoureux. Et ça nous avait paru intéressant de voir que cette thématique de la santé émergeait en tant que telle et n'était pas uniquement amalgamée à des soucis sécurité. Alors, il y a des initiatives qui existent dans le monde du bâtiment qui sont intéressantes. J'ai choisi celle de Bouygues avec les ateliers de la santé qui sont intéressantes, en particulier dans la manière de mettre en scène l'appropriation du sujet santé par des collaborateurs qui n'y sont pas forcément exposés. Mais clairement, c'est une zone de très forte urgence de progrès. D'ailleurs, on peut comparer la situation française à
à la situation du Royaume-Uni où il y a Stéphanie qui va intervenir dans quelques minutes, me rappeler pour avoir travaillé en Grande-Bretagne qu'on ne peut pas être présent sur un chantier sans avoir une certification, une carte qui l'approuve. Et cette certification, évidemment, est le résultat d'un training particulier, en particulier sur plusieurs sujets, en particulier sur la santé, la sécurité et l'environnement. Donc, on voit la marge de progression qu'on peut avoir en France. Et d'ailleurs, cette semaine démarre une discussion des partenaires sociaux précisément sur le sujet de la santé au travail dans tous les secteurs. Donc, évidemment, le bâtiment sera aussi concerné que les autres secteurs. Et les sujets qui seront abordés, comme la redéfinition du rôle de la médecine du travail, l'évaluation des risques chimiques les plus sensibles, le focus sur les PME-TPE. On sait que le bâtiment est un univers où 90% de l'activité se fait à travers les toutes petites entreprises, ou le sujet de la qualité de vie au travail, qui est un sujet qui peut paraître secondaire, mais je pense là aussi que après 3 mois de pandémie, plus personne ne considère que c'est si secondaire que ça. Voilà, tous ces sujets-là vont être abordés avec l'idée d'avoir une loi à partir d'octobre 2020. Alors, je viens de parler de tendances et je ne voulais pas terminer ce topo sans aborder une autre facette du métier du qui est la façon de raconter son engagement RSE et de créer un lien fort et durable avec toutes les parties prenantes. On parle beaucoup de raison d'être ces temps-ci, et c'est très bien, mais là je parle ici de quelque chose de plus fort. C'est pour ça que le mot combat est utilisé. Je vous prends l'exemple de Dana. Je pense que personne maintenant en France et même dans le monde a échappé au travail de positionnement sur l'engagement RSE extrêmement fort de son dirigeant derrière cette expression One Planet, One Health. Mais si je me rapproche en fait du secteur du bâtiment, je prends l'exemple d'Interface, tous les professionnels connaissent l'engagement qui remonte à plus de 20 ans de la part d'Interface sur le zéro émission qui était d'ailleurs destiné à être abouti en 2020. Et puis plus récemment, Velux qui a, je dirais, un peu recadré son positionnement d'engagement autour des bâtiments sains et de la qualité de l'air intérieur. Enfin, c'est constaté que dans le domaine du bâtiment, on a un peu de mal à trouver un acteur auquel on puisse rattacher instantanément un combat. Alors, je termine ce topo avant de passer la parole à Christelle et à Stéphanie, en apportant ma contribution à la question qui est posée dans le titre. Et je serai évidemment chacun derrière sa contribution. Pour ma part, il me paraît évident, mais je pense que ça transparaissait dans les quelques slides que je vous ai présentés, que le traumatisme massif et soudain que nous avons vécu est trop déstabilisant, et en particulier en ce qui concerne nos représentations. On l'a vu il y a un instant avec la santé, mais qui n'est qu'un exemple pour ne pas laisser des traces pérennes dans les attentes sociétales vis-à-vis du bâtiment. Et si on reprend le schéma que je vous présentais au tout début, on s'aperçoit que tous les drivers du développement durable dans le domaine du bâtiment sont impactés d'une manière ou d'une autre par le traumatisme collectif qu'on vient de vivre. Et même si il est difficile de prédire à la fois le rythme et l'ampleur des changements, on a quand même intuitivement tous le sentiment que tous ces sujets-là vont les uns derrière les autres représenter une pression importante pour le secteur du bâtiment en matière de transformation durable. Voilà, je termine cette présentation et je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie et à Christelle qui vont illustrer par leur expérience de nombreux points que j'ai abordés.
et puis d'autres. Et donc, j'arrête mon partage. Oui, bien. Voilà. Si j'y arrive, normalement, c'est bon, je vois le bouton. Voilà. Merci. Eh bien, la parole est... Merci beaucoup Philippe et merci à ProDurable pour l'organisation donc de cet échange autour de bâtiments et développement durable. Donc nous on intervient aujourd'hui avec plutôt pour parler de quelques exemples que nous développons à l'agence. Donc on va présenter 3 exemples un peu phares justement de sujets sur lesquels nous travaillons et qui peuvent être finalement ancrés dans cette idée de transition écologique dans le développement aujourd'hui de la fabrique de la ville. Donc Bond Society. Bond Society, c'est une agence d'architecture. Nous l'avons créée il y a 5 ans, donc avec Stéphanie Morio et donc moi je suis Christelle Gautreau. On a créé Bond Society. On est architecte, donc évidemment on pense et on bâtit des bâtiments de toute nature, des logements, des bureaux, des équipements. Ça c'est un peu on va dire le profil classique de notre métier. Mais comme de nombreux architectes, on a ancré très tôt la réflexion sur finalement la société dans laquelle nous vivons et nous évoluons et quel est notre rôle en tant que dessinateur et penseur finalement de la ville et des espaces bâtis. Et quand on a créé Bond, finalement, très tôt, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on crée un pôle de recherche et développement, donc qui s'appelle Ribond. Et dans ce pôle-là, 2 grands axes ont émergé. Le premier, c'est les transitions d'usage. On s'est vraiment, très tôt, on a observé les mutations sociétales, notamment à travers une première recherche sur le co-living qui s'appelle OMI et que nous avons publié en 2018. En ce moment, nous travaillons sur 2 nouveaux sujets, et le logement senior et notamment le logement participatif pour les jeunes retraités et les transitions d'usage au niveau du logement et du bureau et comment on travaille à la maison, etc. Et puis, on est des architectes diplômés au début des années 2010 et la transition écologique a été un sujet qui très tôt nous a habités. On dit souvent avec Stéphanie que finalement on a grandi dans des écoles d'architecture en béton et qu'on nous a appris à construire des bâtiments en béton et que en réalité il y avait comme un écart finalement entre cet enseignement et la question de l'urgence climatique qui nous a habités très rapidement. Et donc dans cet observatoire Ribond, aujourd'hui on travaille sur des bâtiments qui accompagnent la transition carbone à différentes échelles. On va vous les présenter. On accompagne nos clients et maîtres d'ouvrage qui viennent nous chercher spécifiquement aujourd'hui pour finalement les qualifications qu'on a développées à l'agence. Toute notre équipe est assez alerte. Et on va vous présenter donc 3 exemples. Alors, ces 3 exemples. Le premier exemple que nous allons vous présenter, c'est un bâtiment de logement bas carbone qui est marché public. Et l'idée, c'est qu'on va parler ici des difficultés rencontrées par la maîtrise d'ouvrage, notamment en termes d'économie de projet. Et la question, c'est comment concilier finalement cette ambition environnementale qu'on veut développer dans un projet d'architecture, dans un bâtiment, et la réalité. Le deuxième, pour vous dire rapidement, on va vous parler du concours du C40, Reinventing Cities, qui était vraiment le sujet de la fabrique de la ville bas carbone, avec le projet de la Porte de Montreuil, qui est des bâtiments neufs, avec un fort engagement de la part de la maîtrise d'ouvrage. Et le troisième, là, on a choisi de vous présenter un exemple qui va toucher le patrimoine du XXe siècle. Et nous, on est assez engagés avec Stéphanie dans cette idée de transformer plutôt que démolir et comment, en fait, on peut travailler sur l'économie de matière à l'échelle du bâtiment. Voilà, donc pour revenir sur le sujet de ces 69 logements intermédiaires que nous pensons à Noisy-le-Grand, nous sommes dans le cadre d'un écoquartier où l'aménageur et la ville ont de fortes ambitions environnementales, notamment au niveau du carbone et de la structure bois. Par exemple, dès le début du concours, les architectes devaient penser des bâtiments qui étaient 75% en structure bois, alors qu'on est en zone inondable, donc c'est un vrai défi. Les sous-sols restent en béton du coup. Et sur ce projet, on a vraiment eu un maître d'ouvrage qui a eu l'ambition, donc qui est un maître d'ouvrage public puisqu'on est dans du logement social, d'aller encore plus loin que les demandes de la ville. Ils ont dit non mais en fait on va profiter de ce projet pour vraiment aller sur le label E3C2, vraiment un fort engagement sur le carbone. Donc on les a accompagnés. Nous au contraire on était ravis d'avoir un maître d'ouvrage qui avait cette volonté. On a même travaillé avec Bellastock sur le sujet du réemploi et comment on pourrait fabriquer des façades avec des matériaux issus des filières de réemploi. Et puis en réalité, en avançant dans les études, le maître d'ouvrage s'aperçoit aussi que financièrement, ça lui est très compliqué de sortir ce projet.
C'est de l'habitat intermédiaire, en bois, avec du réemploi, il fallait également avoir de la production d'énergie sur site, etc. Et petit à petit, on s'aperçoit que finalement, dans son bilan économique, alors qu'on est avec un bailleur social, ça devient quasiment impossible. Et qu'on va être obligé de l'accompagner dans des choix. Bien sûr, le projet restera vertueux par rapport à la plupart des projets de logement collectif qui sont fabriqués aujourd'hui en France et qui sortent de terre, mais on est confronté à ça. Et comment nous, en fait, on peut accompagner les maîtres d'ouvrage dans ces transitions-là. Donc, en réalité, nous, on pense qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet du foncier, c'est-à-dire que les villes qui vendent les terrains doivent aussi notamment dans les ZAC, aujourd'hui, vraiment prendre un engagement, et ça, c'est la collectivité, de dire on va accompagner, de baisser les prix de vente du foncier pour que justement les maîtres d'ouvrage puissent mettre les moyens sur la transition écologique dans le bâtiment. Et ensuite, sur la slide suivante, on essaie aussi de travailler avec les maîtrises d'ouvrage à favoriser le low-tech, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est aussi dans le dessin. Souvent, la haute qualité environnementale, c'est aussi la haute qualité architecturale. Comment on va pouvoir dessiner tout simplement des bâtiments avec des logements traversants, de la ventilation naturelle, prolongement extérieur qui crée aussi finalement de l'ombrage qui vont favoriser la thermique, l'acoustique, etc. Et comment par le dessin, on va simplifier en fait tout ce high-tech écologique qui a été créé et qui était aussi bien pour la transition environnementale ces dernières années, afin de trouver finalement des petites stratégies qui vont faire qu'à l'échelle du bâtiment, on va être vertueux. Voilà. Je vais passer la parole à Stéphanie qui va présenter ce fameux bâtiment du C40. Bonjour à tous, donc je suis Stéphanie, la deuxième associée de Bond Society. Moi, je vais vous parler d'un projet qui effectivement est très ambitieux d'un point de vue environnemental et peut-être un des plus ambitieux en France. Donc c'est un projet qu'on a développé avec 3 maîtrises d'ouvrage différentes, Nexity est mandataire, Crédit Agricole Immobilier et puis NJ Air Nouvelle, sur le site de la Porte de Montreuil qui faisait partie donc de l'appel à projet Reinventing Cities organisé dans le cadre du C40. Donc, la question qui a été posée, c'était effectivement comment est-ce qu'on construit la ville bas carbone de demain. Alors, nous, on préfère dire la ville bas carbone d'aujourd'hui parce que finalement, se projeter toujours dans le futur, ça nous met un peu à distance. La question, elle est vraiment de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, je vais pas vous présenter tout ce qu'on a mis en place sur ce projet parce que ça allait à la fois des engagements même sociaux, de genre dans l'espace public, etc. Mais je vais vous parler vraiment de 2 sujets différents. Le premier, c'est comment est-ce qu'on envisage dès aujourd'hui la mutation des bâtiments, puisque je pense que tous ceux qui sont présents ce matin, il y a aucun d'entre nous qui est capable de prédire quels seront les usages et les besoins de demain, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pour autant, nous, on a une question qui est de bâtir des bâtiments vraiment pérennes et pour plus de 50 ans. Donc, on s'engage à réfléchir dans ce sens. Et puis, le deuxième, c'est la question des matériaux et des nouvelles filières. Donc, sur ce projet, c'est un développement d'une 60 000 mètres carrés à peu près, essentiellement en bureaux. Et donc, on a travaillé main dans la main vraiment avec les maîtres d'ouvrage dans une vraie esprit de collaboration pour développer quasiment 60 000 mètres carrés de bureaux totalement réversibles. Donc, ils sont 100% réversibles en logement, mais ça pourrait être aussi d'autres usages. Travailler sur une trame très, très flexible et qu'on puisse, en fait, à la fois, dès le concours, dessiner des bâtiments qui puissent être réversibles dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à moindre coût, parce que la question du coût, elle est aussi fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des bâtiments et transformer des usages de bâtiments à moindre coût? Donc, sur ce projet-là, on s'est engagé à pouvoir transformer les plateaux de bureaux en logement pour moins de 700 € du mètre carré, puisque vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais de rendre un bâtiment, en tout cas d'inverser les usages d'un bâtiment de bureau vers le logement, c'est très faisable. Tout est une question de coût et de consommation de matière. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir conserver un maximum de matière, de structure bois, pour pouvoir le transformer en logement demain. Donc ça, c'est un projet qui est en cours d'étude, qui va sortir dans les années à venir. Et puis, donc c'est vraiment cette question de penser l'évolution future, parce que c'est aussi ça la durabilité d'un bâtiment, c'est comment est-ce qu'on fait pour que toute sa vie,
et en général, ils nous survivent. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent s'adapter et qu'on n'ait pas finalement à démolir et reconstruire puisque certains bâtiments ne seraient plus adaptés demain. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée un peu de ce que ça donne en plan. Alors, c'est une lecture très architecte, le plan. L'idée, c'est de pouvoir dessiner. Donc, sur le plan du haut, vous avez la version de bureau très classique, je vais même dire très classique, de bureaux cloisonnés, mais qui est un exercice qui est nécessaire puisqu'on a aussi dans la chaîne de valeur des investisseurs à convaincre. Et je vous assure que convaincre des investisseurs en leur disant qu'on fait des bâtiments réversibles en logement, c'est pas toujours simple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur démontrer, leur dire que ça marche, le chiffrer, pour qu'ils puissent avoir une idée du coût que ça représente. Donc, il faut évidemment le dessiner, nous, en tant qu'architectes. Donc, en haut, vous avez la version bureau et puis en bas, vous avez la version logement. Ici, on propose aussi de pouvoir venir accrocher des espaces extérieurs dans un deuxième temps sur la façade pour pouvoir offrir au logement une qualité de vie, un prolongement de leur logement vers l'extérieur. Le deuxième sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, très rapidement, c'est la question des matériaux. Donc là, on est sur un ensemble, en fait. C'est presque un nouveau quartier de ville, finalement, qui prendra place le long du périphérique, qui deviendra peut-être du périphérique parisien, donc qui deviendra peut-être un jour un boulevard urbain apaisé avec des circulations un peu plus douces. Mais la question, elle est vraiment de comment est-ce qu'on construit ici. L'idée, c'est de s'engager pour que ce nouveau quartier, soit un quartier zéro carbone. Donc, c'est un vrai défi, un vrai enjeu. Et il passe forcément par la question de quel matériau on utilise. Alors, on se dit toujours avec Christelle, c'est le bon matériau au bon endroit. Et la question ici, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des matériaux qui aient un très faible impact carbone. Donc, d'un point de vue structurel, on est obligé pour des questions mécaniques et de sol, on est obligé de construire le premier niveau en béton, en structure béton. Et ensuite, tous les niveaux supérieurs seront développés donc en structure bois. Là, je vais avoir un petit problème de son, je crois. Non, ça va. Ok. Voilà, donc toute la partie supérieure, donc des habitations. Donc ici, on est sur un programme d'habitation en co-living. Donc seront en structure bois avec des structures bois apparentes dans la mesure du possible à l'intérieur pour aussi offrir une expérience aux habitants de la matière et de les sensibiliser aussi par ce biais-là. Et puis toute la façade sera remplie en briques de terre crue et c'est un vrai défi sur ce projet puisque la brique de terre crue, donc ça a toujours été, c'est presque un matériau d'antan en fait. Ça a toujours été utilisé, mais sur des petits bâtiments, sur des petites habitations. Là aujourd'hui, c'est quand même un très gros développement. Et donc notre maîtrise d'ouvrage, nos maîtres d'ouvrage, puisqu'on en a 3, se sont engagés aussi à accompagner la structuration de ces filières-là pour pouvoir faire émerger vraiment des entreprises capables de transformer ce matériau qu'est la terre, de pouvoir sourcer ce matériau dans un rayon proche du chantier, puisque l'idée, c'est pas non plus de faire venir les briques de terre crue de l'autre bout du monde. On est vraiment sur un circuit local. Donc, c'est de sourcer cette matière, de savoir comment est-ce qu'on la transforme à grande échelle, comment est-ce qu'on la met en œuvre. Et puis, ça pose la question des réglementations qui sont applicables aujourd'hui, puisque dans le bâtiment, aujourd'hui, on a tout un tas de réglementations auxquelles on doit répondre, que ce soit on va dire, je ne vais pas entrer dans la technique spécifiquement, mais c'est des réglementations de mise en œuvre selon les règles de l'art, de la construction, et puis des réglementations beaucoup incendie. Et de ces matériaux, donc c'est la brique de terre crue par exemple, aujourd'hui n'est pas encadrée par ces réglementations. Et donc on doit accompagner finalement tout ce processus d'adaptation de la réglementation, de nouvelles réglementations, de comment est-ce qu'on fait pour que ce matériau, in fine, puisse être mis en œuvre à la fois sur ce projet-là, mais que ce projet-là puisse servir de démonstrateur parce qu'il aura fait évoluer les réglementations applicables en vie. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais tous les bâtiments, donc on a un peu moins d'une dizaine de bâtiments sur ce projet et qui sont développés par d'autres architectes. On a tous cette même démarche et c'est un vrai engagement de la part du maître d'ouvrage parce que c'est du temps, c'est aussi des coûts supplémentaires parce qu'il faut payer ces études évidemment de faire évoluer les réglementations pour pouvoir faire finalement. Et puis alors le deuxième bâtiment que moi je vais vous présenter, c'est une autre question puisque là on était sur un projet de construction neuve. Là je vais vous présenter un projet de réhabilitation d'un patrimoine bâti donc des années 60-70 qui est le 42 rue Cambronne.
où la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer un bâtiment de bureau. Voilà, ça, c'est une image concours. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ce bâtiment, finalement, qui a abrité le siège social d'Anoma pendant des années, en habitation, et comment est-ce qu'on fait pour valoriser ce patrimoine existant. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on démolit? Notre maître d'ouvrage nous l'a posé, évidemment, puisque aujourd'hui, un bâtiment qui est existant comme celui-ci ne répond pas forcément aux standards actuels, à la fois d'un point de vue structurel, de hauteur, d'épaisseur de bâti. Il n'y avait quasiment pas d'espace extérieur sur la partie supérieure, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'adapter? Est-ce qu'on le démolit ou est-ce qu'on le conserve? Donc, avec les architectes avec lesquels on travaille sur des projets qui sont calque architecture, nous, on s'est dit, non, mais c'est impossible, toute cette matière, il faut qu'on la conserve, c'est un patrimoine des années 70. En plus, nous, on est assez fascinés par ce bâtiment. Alors, effectivement, il y a des gens qui trouvent qu'il est plutôt monstrueux, mais c'est pas notre posture. Et dans tous les cas, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait pour conserver toute cette matière. Alors, il est tout à fait amianté du sol au plafond, il faut le savoir. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour conserver ces bâtiments. Donc, c'est le choix qu'on a fait et c'est le premier engagement finalement écologique et de durabilité qui a été fait sur ce projet, qui est en développement. Et puis, on a poussé beaucoup notre maître d'ouvrage à s'engager sur la question du réemploi, puisque ce bâtiment ayant été occupé pendant des années, finalement, vous avez évidemment l'enveloppe et la coque du bâtiment qu'il faut conserver, mais vous avez aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les moquettes, les portes, les luminaires, les fenêtres. Il y a tout un tas d'éléments finalement qui peuvent être déposés et puis revalorisés ensuite sur d'autres chantiers ou sur ce projet. Donc juste pour vous donner un exemple de comment est-ce que ça se met en place, il y a un audit qui a été effectué, très conséquent, qui relève à peu près tous les éléments du bâtiment qui sont réutilisables. Donc là, vous voyez du parquet qui est un peu sale parce qu'il y a eu le passage des pompiers qui venaient s'entraîner dans la tour et qui ont un peu sali le parquet, mais en très bon état. C'est de dire, voilà, ce parquet, on va être obligé de le déposer pour des raisons de remise à niveau des planchers. Et c'est un parquet en chaîne massif. Et donc, on s'est dit, voilà, on va le prendre, on va le mettre sur une plateforme. Alors, c'est pas la plateforme Bacassia que vous a présenté Philippe, mais c'est une plateforme qui s'appelle Cycle Up. Et je vous invite à aller la voir parce que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'éléments à acheter et c'est aussi parfois assez bon marché. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, sourcer un maximum d'éléments présents dans le bâti qui vont pouvoir être réutilisés ailleurs. Alors, ça pose aussi la question, Philippe en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment réalisable dans la vraie vie et une fois qu'on a fait l'audit, puisque il faut trouver aussi des entreprises qui sont capables de déposer avec minutie ces éléments, puisque quand on est dans le cas d'une réhabilitation, il y a des phases de curage et de démolition qui en général ne font pas dans la finesse. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir trouver aussi ces entreprises qui sont capables de prendre le temps de déposer avec minutie. Et donc, c'est aussi un engagement de notre part de pouvoir aller chercher ces entreprises, commencer à les connaître et de la part des maîtres d'ouvrage, de pouvoir les aider aussi à se structurer et à pouvoir parfois leur offrir des lieux de stockage parce qu'il y a aussi une question de stockage. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces matériaux, le temps de les vendre et donc de mettre à disposition des espaces pour pouvoir stocker tous ces éléments. Voilà, et puis je vais repasser la parole à Christelle maintenant. Oui, donc merci. Donc là, on a présenté 3 projets qui vraiment ont de forts engagements et des ambitions assez élevées. Nous, on considère qu'en tant qu'architecte, tous les projets aujourd'hui, il n'est pas possible d'aller vraiment dans ces ambitions pour tous les bâtiments qui sont construits en France aujourd'hui. En revanche, on est assez persuadé que la transition environnementale et le développement durable dans le bâti passe aussi par différentes échelles et que finalement, chacun doit aujourd'hui s'engager dès maintenant à réaliser de premiers pas et puis petit à petit, les choses vont évoluer. Donc là, on vous présente 2 exemples un peu rapides. Le premier, c'est quand même le sujet des toits. On est assez convaincus, ça fait des années qu'on en parle, que aujourd'hui, ces surfaces de toiture, il y en a beaucoup d'existantes et il y a encore des bâtiments neufs qui sont pensés sans que ces toitures
offre un certain usage ou un jardin. Donc ça, c'est un exemple de ferme urbaine qu'on a dessiné à Paris. Mais nous, on pense que vraiment, il faut absolument penser aujourd'hui à végétaliser les toitures, enfin à utiliser cette 5e façade, comme on l'appelle, pour créer de l'usage aussi. Et puis ça fait partie des engagements forts sur la transition environnementale. Et puis ensuite, on a aussi un autre sujet, c'est que à toutes les échelles, on peut tous s'engager. On a accompagné l'association du Centre des jeunes dirigeants dans l'installation de son siège social dans le 11e, dans un bâtiment existant. Et nous, on a aussi des architectes d'intérieur et des designers à l'agence et on accompagne de nombreuses entreprises justement sur leur bureau avec toujours un engagement environnemental, c'est-à-dire qu'on va choisir des matériaux bas carbone pour le dessin des meubles sur mesure, du mobilier. On a aussi travaillé avec des matériaux issus des filières de réemploi pour le design de certains meubles. Et donc, finalement, à toutes les échelles, on peut tous commencer dès aujourd'hui à avoir un certain engagement sur la transition environnementale dans le bâtiment. Et ça, pour nous, c'est très important. Stéphanie l'a dit tout à l'heure. C'est pas demain, en fait. Demain, c'est déjà trop tard. Déjà, aujourd'hui, c'est presque trop tard. C'est vraiment, il faut dès maintenant que les entreprises dans tous les métiers qui accompagnent la fabrique de la ville, de l'urbanisme, la pensée jusqu'au serrurier sur le chantier ou jusqu'au menuisier, vraiment qu'on ait tous aujourd'hui ce sujet qu'on porte et puis de projet en projet, un premier pas dans un premier projet et puis un deuxième, etc. Et on pense que c'est possible et qu'économiquement c'est viable également. Voilà, donc on conclut à présent et on passe la parole à Territoire. Merci beaucoup de ces deux interventions très très intéressantes parce qu'elles permettent de montrer très concrètement en fait à la fois l'ambition qu'on peut avoir et c'est vraiment de très très beaux projets en même temps les limites concrètes techniques et la complexité aussi de conformation à des ambitions à la réglementation, à l'économie des projets, etc. Moi, je relève juste, avant de passer la parole à Jean et à Jennifer, le côté extrêmement prédictif en fait de votre projet de transformation d'effacement des frontières entre les bureaux et les logements, parce que je ne sais pas si vous aviez prévu en fait cet effacement des frontières que beaucoup de Français, plus de 10 ou 15 millions je crois, ont connu dans les 3 derniers mois et sont amenés à connaître. Enfin, en tout cas, c'était assez piquant de voir que ça faisait partie de vos exemples. Merci beaucoup. Les questions continuent à s'inscrire et donc on va, comme je le disais, les prendre après l'intervention de Jean et de Jennifer. Je voudrais présenter en tout cas nos excuses sur le plan technique. Visiblement, on a des problèmes. La plateforme n'a pas l'air d'être complètement stable, y compris pour des gens qui ont réussi à se connecter, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se connecter, mais même pour ceux qui se connectent, visiblement, c'est pas stable, puisque certains disent ne plus avoir soit d'image, soit de son à un moment. Donc, toutes nos excuses sur ce problème-là. Et Jean, je te laisse maintenant la parole avec Jennifer sur le territoire de la communication. Merci Philippe de ce passage de relais. Donc, je m'appelle Jean Decouette. Je suis directeur associé d'un groupe de communication qui s'appelle Netco. Et je dirige tout particulièrement un bureau de création qui est dédié aux acteurs de la transformation des lieux, des villes et des territoires. Et à ce titre, d'ailleurs, on a pu accompagner des projets dont on vient de vous parler, Stéphanie et Christelle. Et notre objectif, c'est d'accompagner effectivement toutes les initiatives et de mettre en lumière et d'éclairer toute la contribution positive qu'il y a aujourd'hui sur le développement durable et sur la transformation positive de notre territoire. Avant de lancer cette intervention et de laisser la parole à Jennifer Taylor, qui est en charge du planning stratégique à l'agence, je voudrais partager 2 idées avec vous et partager une vision sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, on communiquait sur la transition. Aujourd'hui, la communication et la transition doivent se confondre. Et en fait, la transition et la communication, et elles sont intimement liées. Et pour ça, il y a une première idée que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est que pour participer au changement, la communication doit être belle et elle doit être utile. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on va dire que le sujet de la transformation et de la transition était beaucoup trop sérieux pour être partagé par des publicitaires. Et en même temps, le spectre du greenwashing était quand même un petit peu puissant et que globalement, il fallait quand même manipuler ça avec beaucoup de délicatesse.
Mais en même temps, si on a envie qu'il y ait une chance que les choses avancent, hein, que les gens s'approprient en fait ces problématiques. Christelle, tu parlais de s'engager. Je crois que non seulement il faut que les entreprises s'engagent, il faut effectivement que les gens qui sont acteurs de ce métier s'engagent, mais globalement, c'est vraiment la responsabilité de chacun, des usagers, des occupants, des gens qui habitent la ville. Et ça, si on a envie que cette idée soit partagée, elle ne doit pas rester dans le cadre d'un comité d'experts, ou elle ne doit pas rester dans des vocabulaires qui sont suspects parce qu'ils sont trop simples, ou pas dans des images qui sont un peu trop essorées, mais vraiment aller jusqu'au bout pour que les gens s'approprient les choses. Et qu'on n'est pas obligé de passer par des images d'Épinal, on n'est pas obligé de passer par des jolies petites filles juchées sur les épaules de leur papa, ou de petits garçons joufflus qui croquent des petits amours pour parler d'écologie, pour parler de transition, pour parler de transformation, bien au contraire. Et puisqu'on parle d'accélération, c'était le thème un peu du changement d'échelle et l'accélération entre le bâtiment et le développement durable. Je pense on pense à l'agence en tout cas que le respect de la planète commence déjà par le respect de son habitant. Et déjà, la première chose, quand on veut lui dire quelque chose, c'est de commencer par lui présenter des choses qui soient bien écrites, qui soient belles, qui donnent des vraies raisons de nous, ou en tout cas de vous, faire confiance. On attend des marques, évidemment, et des entreprises qu'elles produisent des choses, qu'elles produisent des services, qu'elles produisent des marchandises, mais aussi qu'elles produisent du sens. Et que ce sens, en fait, c'est à nous, agence, et c'est à vous de nous laisser et de nous faire cette confiance, de le rendre désirable. Et cette notion de désirabilité, en fait, qui a beaucoup effrayé chaque fois qu'on parlait de sujets graves, en fait, elle n'est pas si grave, parce que c'est comme ça que les gens se l'approprient. Et c'est, je pense, le rôle d'une agence conseillère en communication. Et quand on s'est associé au projet de Collective for Climate, ou quand on s'est associé au projet de Cambronne, c'était pas pour ajouter une expertise supplémentaire dans le monde de l'expert. Voilà, il y avait des architectes, il y avait des bureaux d'études, il y avait beaucoup de gens qui savaient. Nous, on avait pour objectif vraiment de le faire rebondir et de le rapprocher des gens. Et cette notion de proximité est absolument clé. Donc ça, c'était la première idée, et je pense qu'il faut vraiment faire très très attention à cette manière de partager vos idées, de partager vos envies et de partager vos projets. La deuxième idée que je voudrais partager avec vous, et je risque de me faire quelques ennemis en fait dans cette approche, mais je vais quand même y aller de toute façon, comme c'est un peu virtuel, c'est pas grave, je prends pas beaucoup de risques physiques en tout cas à vous le dire, mais c'est de passer de la raison d'être à la raison d'agir. C'est-à-dire que bon, je fais ce métier depuis maintenant quelques années, et ça fait un peu des années qu'on nous bassine avec cette raison d'être. Ça fait des années que des armées de stratèges, de conseils nous écrivent des plateformes de marque. C'est à grand renfort de méthodes, de matrices, et nous rappellent à nos missions, à nos visions, à nos valeurs, etc. pour passer à la postérité. Et en fait, ça produit quand même quelque chose qui pourrait être un peu contestable et qui pourrait être aujourd'hui un peu remis en question. C'est que, bien sûr qu'il faut une raison d'être pour commencer à faire des choses, mais globalement, en fait, cette raison d'être, elle nous maintient dans une tiède énergie en fait et bienveillante sur la contribution à un monde meilleur. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'avec cette raison d'être, on participe effectivement au dessin d'une planète plus belle, mais en même temps, ça nous permet de rien faire. C'est-à-dire que si on reste sur cette raison d'être, globalement, on parle beaucoup de théorie du complot, mais là je parlerai un petit peu des théories du travestissement. C'est-à-dire qu'avant qu'on se rende compte que cette raison d'être, elle ne suffit pas, et qu'il faut aller plus loin, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la clé. Et c'est aujourd'hui que ça change. C'est-à-dire que ça, c'était il n'y a pas très longtemps, avant que quelqu'un boulotte un pangolin, il a suffi de quelques jours, de quelques heures, pour qu'en fait, on se rende compte que l'humanité était finalement n'était qu'un souffle dans un vaste monde, qu'un petit virus commençait à lui faire mettre un genou à terre, qu'on a vraiment commencé à vraiment réfléchir, et que ça a mis un zoo dans l'économie, que ça a mis un holà dans la défense de la couche d'ozone. Voilà, on est resté coincé chez nous. Mais en même temps, on n'a jamais vécu un air aussi pur, on n'a jamais autant entendu les oiseaux, on n'a jamais eu autant envie de faire des tartes pommes avec ses enfants. C'est ça le développement durable aussi, c'est de participer, de profiter, d'avoir envie. En fait, on n'a jamais eu autant envie de s'aimer vivant. Et ça, c'est vraiment une responsabilité que nous, on a. C'est qu'il ne faut pas juste chercher sa raison d'être et s'en satisfaire, mais sa raison d'agir et s'y tenir. Et nous, en tant qu'agence, on est fiers et on est heureux d'accompagner des gens qui font des choses. On est heureux d'accompagner des architectes qui pensent et qui mettent en pratique. On est heureux de participer à des choses qui vont avoir vraiment des choses concrètes, et de le faire à notre manière et de leur apporter ce rebond pour le rapprocher aux gens. Cette période de confinement dont on sort, elle a eu un intérêt, c'est qu'elle nous a donné à réfléchir.
Elle nous a offert du temps pour penser. Chacun a plus ou moins pris du temps pour éclairer, peut-être pour designer, pour concevoir sa vision et ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est le temps 1, ce fameux temps 1 du bâtiment et du développement durable, le temps 1 du changement d'échelle. Nous, on y croit, on espère. En tout cas, que ça va être justement un temps qui va s'accélérer, c'est celui de l'action. Et voilà, et je ne renonce pas à cette raison d'être. Je ne pense que c'est simplement le levier qui va nous permettre d'avancer. Et nous, agences, on doit porter ça, on doit aller vers ce genre de choses. Jennifer, je vais te laisser la parole maintenant pour rentrer un peu plus dans le sujet sur où notre métier de communication, en faisant des choses belles et des choses utiles, peut apporter et créer de la proximité pour que les gens s'engagent. Et je reprendrai la parole pour conclure sur une proposition que j'aimerais vous faire, s'il y a encore des gens qui seront là à la fin de la question de Jennifer. Merci, Jean. Jennifer, c'est à toi. Jennifer, on ne t'entend pas beaucoup. Mais on ne t'entend pas beaucoup. Vous m'entendez? Non? On ne t'entend pas du tout, Faiblement. en fait. Je vais enlever le casque. Alors, il était question qu'on vous envoie un film. Alors, je ne sais pas si ce film va pouvoir vous être envoyé. On ne t'entend pas, Jennifer. Ton micro est coupé, Jennifer. Alors, Jennifer ne nous entend pas. Alors, je vais sauver Jennifer, je vais aller la chercher et je vais lui donner mon casque. Bah écoutez, alors, est-ce que ce sauvetage par gros temps va prendre plus que quelques secondes? Sinon, j'avais envie de lancer une question et une réponse, mais ne pas non plus casser la dynamique de la présentation. Ah, c'est bon, elle a l'air Voilà, d'être arrivée. on va rester patient. C'est bon, Jean? Hop. Ah, Allô? Voilà, et en plus, on voit le film. Est-ce qu'on a du son? Non, on n'a pas de son. Bon, Jennifer, je pense qu'il faut que tu nous expliques ce qu'on voit. C'est assez intriguant. Ouais, tout à fait. Non, c'est un très très joli film de Leroy Merlin. Et donc c'est un film publicitaire, certes, mais ce qu'on voulait montrer par là, c'est que finalement notre rapport à ce qui fait abri est intimement lié à la nature. Si je dois décrire un peu le film, c'est dans ce monde apocalyptique, la manière dont finalement construire son chez-soi et construire son chez-soi en harmonie avec notre environnement proche, hein, donc nos espaces habitables, le bâti, mais aussi notre environnement qui nous paraît ou nous paraissait un peu plus lointain à l'époque, est intimement lié. Bon, alors déjà désolée pour ce petit couac. Heureusement que j'étais à côté de Jean et qu'on est plus confinés. Mais voilà, l'idée c'était de dire que finalement, alors je sais pas Jean si tu peux passer la slide d'après. Bon, bah, je vais faire sans présentation du coup. Voilà, l'idée c'est que pendant le confinement, finalement, on a puisé notre optimisme dans nos intérieurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un moment où on était le plus contraint, un moment où on était peut-être le plus enclin au pessimisme, puisque finalement, on était face à cet effondrement, cette crise sanitaire qui nous a obligés à réinventer nos modèles. C'est à ce moment-là qu'on s'est senti plus que jamais optimiste, et c'est finalement à ce moment-là que plus que jamais, on s'est senti solidaires les uns des autres. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement, dans ces espaces assez restreints, ce qui fait habitat, c'est à ce moment-là qu'on a fait transition. On a fait transition dans nos manières de travailler, on a fait transition dans nos rapports aux autres, et on a fait transition aussi dans nos manières d'envisager et d'imaginer le futur. Et on le voit bien par rapport justement, quand on prend le pouls des Français, c'est que
en sortie de confinement, aujourd'hui, 85% d'entre eux souhaitent avoir un extérieur. Quand on dit extérieur, c'est de pouvoir profiter justement du plein air et de ce rapport qu'on a à la nature. Et 55% d'entre eux souhaitent se mettre au vert. Quand on pense à ça, c'est finalement ce retour à l'essentiel. Et on s'est rendu compte que ce qui était essentiel était finalement la nature. Et donc, il faut pour cela la préserver. Donc, c'était un premier postulat, c'est de se dire que finalement, à une époque où quand on essayait de changer les choses, quand on parlait de développement durable, on était taxé parfois de pessimiste ou de collaptionniste en parlant de théorie d'effondrement et qu'en fait, on n'avait rien besoin de bouger. Aujourd'hui, il y a un inversement, un changement de paradigme. C'est que finalement, est optimiste celui qui croit qu'on peut changer les choses. Et ça, c'est assez intéressant dans notre perception, en tout cas, de ce qui peut bouger aujourd'hui. Si on passe à l'idée suivante, et par rapport notamment à nos métiers, il y a une illustration en fait très concrète de cet optimisme concret, comme le disait Jean, il est temps d'agir, on en a fini de parler finalement, et c'est illustré par la sortie du coup de cette revue So Good, qui est un trimestriel qui permet de manière très très concrète d'illustrer les actions qui sont en cours. Donc on n'est plus du tout dans le blabla, on est vraiment dans des actions concrètes, des mises en avant d'initiatives. Et ce qui est aussi intéressant à souligner sur cette revue So Good, qui est par le groupe Sopress, c'est que finalement ça a été financé sur la plateforme Ulule. Donc c'est un acte citoyen, c'est-à-dire que avoir envie d'avancer positivement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est soutenu par toutes les parties prenantes, aussi bien les citoyens que les entreprises qui se sont mises en mouvement, et on l'a vu pendant cette période de confinement, que l'État et la politique. Et c'est ce triptyque en fait qui fait qu'aujourd'hui on peut espérer avancer concrètement. Et comme on le disait, il est plus temps de parler, il est temps d'agir. On a The Guardian aussi, à titre d'exemple, qui a fait une initiative assez forte, c'est-à-dire que aujourd'hui sa régie publicitaire n'accepte plus de prendre des annonceurs qui utiliseraient de l'énergie fossile et de les plébisciter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement même dans nos métiers, on prend acte et on est en train aussi de faire action plutôt que de simplement parler et exposer. Donc l'idée suivante, si je la ramène un peu plus concrètement à notre vision, à territoire, à ce qu'on fait, et Jean, si tu peux changer la slide, ce serait super. Merci. C'est que finalement, comme je le disais, c'est passer de l'état de fait au sensible. Donc on souhaite susciter l'adhésion. C'est ce que disait Jean sur cette notion d'esthétisme et d'éveiller la connivence. C'est que finalement aujourd'hui, si on a envie de bouger, si on a envie de faire partie de ce mouvement, il va falloir toucher les gens. Et pour toucher les gens, il va falloir aussi toucher cette corde sensible. Il ne s'agit pas du tout de faire du greenwashing, il s'agit surtout de pouvoir à un moment donné parler de manière sensible pour qu'on puisse s'approprier des sujets qui parfois nous paraissent assez loin de nous, parce que parfois trop techniques, parce que parfois, comme on le dit, c'est le monde de demain, mais comme le disait Christelle, entre autres, et Stéphanie, c'est que le monde de demain commence dès aujourd'hui. Et donc, cette appréhension sensible des sujets nous permet également de pouvoir parler vite et efficacement, et du coup de rendre concret ce qui peut nous paraître éloigné. À titre d'exemple, et on le trouvait assez intéressant, c'était un partenariat entre WWF et le musée du Prado qui joue justement sur notre rapport à la culture et qui, par une mise en exergue d'images, nous montre que finalement, ces choses-là sont très proches de nous et que on peut passer d'un état à un autre. L'autre point qu'on trouvait assez intéressant, c'est que finalement, pour accélérer la transition, c'est qu'il faut se rapprocher des gens et qu'on ne fera pas transition tout seul, et ça c'est certain, on fera transition dans cet objectif de collectif, et c'est en ça que le projet Collectif for Climate est très intéressant, parce qu'il porte justement ce collectif, c'est que ce qui fait transition de passer d'un état à un autre, c'est quand on pourra le faire ensemble. Donc dans la communication, mais aussi bien dans les projets, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui parfois très très utilisé, et notamment dans le bâti, quand on parle de coworking, de co-living, mais finalement c'est aussi une symbolique, ce co du vivre ensemble. Et dans la communication comme dans les projets, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que pour faire transition, il va falloir co-designer des réponses, il va falloir co-construire ensemble, il va falloir co-faire, et finalement la communication, ce n'est que ça, c'est diffuser des messages et pouvoir partager, échanger et donner corps à cette transition et la porter.
Donc, on a souhaité vous partager quelques exemples aussi de sujets qu'on a accompagnés chez Territoire. Alors là, c'est un exemple donc de Bobigny. Donc Bobigny, le cœur de ville de Bobigny qui se transforme. Et finalement, l'idée n'était pas d'être dans une communication descendante, mais plutôt dans une communication de concertation et participative, où finalement ce mouvement, donc cette diversité qui fait ville, ce mouvement est porté par les habitants. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une réponse, voilà, j'ai un programme immobilier, voilà ce que je vais construire, voilà ce que je vais faire. On est sur une réponse adaptée à des besoins, à des usages et à des envies. Donc, par exemple, toute la campagne était autour de « je rêve d'un verre en terrasse, au pied du bureau », etc. Mais ça a été vraiment lié à une démarche de concertation. Donc, la concertation, l'idée, c'est pas de se rassurer ou de se donner raison, c'est vraiment de faire remonter et de pouvoir être participatif dans la manière dont on construit la ville et notamment le cœur de ville de demain. Un autre exemple qui montre aussi à quel point la communication et en tout cas l'esthétisme et le visuel peut rendre tangible des choses qui parfois nous sont éloignées, c'est que finalement, donc là on est sur une innovation qui s'appelle Power Road, qui est une innovation portée par Eurovia, donc qui utilise des procédés géothermiques où la route capte la chaleur et peut la rediffuser dans les bâtiments. Donc on est sur une énergie qui est beaucoup plus propre et durable. C'est une technique assez spécifique. Et finalement, par le biais de l'esthétisme, par le biais du design, par le biais de la création, on arrive à rendre tangible pour les gens des choses qui paraissent un peu plus éloignées et du coup à les rendre plus appropriables. Et finalement, c'est aussi ce qui va faire transition, c'est qu'à un moment donné, on s'approprie le sujet et on le porte nous-mêmes. On voulait aussi faire un petit laïus là-dessus parce qu'on est justement sur la question du bâti et on trouvait intéressant de parler des tiers-lieux puisque finalement, ce sont des lieux qui portent en eux-mêmes un message et ce sont des catalyseurs de la transition. Déjà parce que souvent, ce sont des lieux temporaires, donc éphémères. La transition n'a pas vocation à durer. On n'est pas censé rester dans un état de transition éternellement. L'idée, c'est quand même qu'on arrive à passer d'un état à un autre. Et donc, du coup, ces lieux sont porteurs de transition aujourd'hui parce qu'ils sont mouvants, parce qu'ils interrogent les gens, parce qu'ils font collectif, parce qu'ils font société et aussi parce qu'ils proposent des solutions concrètes. Et là, c'est une manière de montrer aussi à quel point le bâti peut en lui-même porter un message d'espoir et au-delà de l'espoir, porter un message très concret de la manière dont on va pouvoir avancer et ce, de manière résiliente. Alors, j'ai Jean qui revient dans la pièce. Tout à fait. Hop. Excusez-nous pour cette chose un peu chaotique, mais c'est à ça aussi qu'on voit la transition, la transformation. C'est pas une espèce de long fleuve tranquille. Et donc, ce qui est intéressant, et on va conclure aussi de cette manière-là, c'est que quand on dit que la transformation est communication et que la communication est transformation, en fait, le fait d'avoir des lieux médias sont des expressions extrêmement claires de cette transformation. Donc, vous l'avez compris, l'objectif d'une agence aussi, c'est d'avoir cette contribution positive et créer de l'optimisme. Et on voudrait conclure avec vous, en fait, ce moment d'échange. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, pas beaucoup, donc je vais aller assez vite. Mais en fait, globalement, on l'a vu, il faut faire avec les gens. Et c'est vraiment en se rapprochant des gens que on va pouvoir faire avancer notre métier de conseiller en communication, puisqu'en fait, on va créer de la proximité, de l'appropriation. Et je pense que quand on aura fait ce travail, on aura vraiment contribué justement à cette transition, à cette transformation, et on aura permis aux choses de s'accélérer. On a créé à l'agence un observatoire qui est l'observatoire de la transition optimiste. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et on s'est aperçu d'une chose qui était assez intéressante, c'était que on a regroupé autour de cet observatoire des gens qui venaient du monde de l'économie et du business, des entreprises. On a réuni aussi des gens qui venaient du monde de la sociologie, de l'observation, de la philosophie et des artistes pour créer un lien sensible. Et en fait, cette notion de créer un lien sensible, je suis retombé sur une phrase de Malraux qui disait que l'art était le chemin le plus court de l'homme pour l'homme, de l'homme à l'homme. Je crois que précisément, c'est pas exactement ça qu'il dit, le pauvre.
Je vais certes retrouver, c'est l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et c'est vrai qu'à un moment, lorsqu'on met de la sensibilité dans un sujet, on crée de l'appropriation et on crée de la proximité. Donc, c'est sur ce triptyque qu'on avait fait un premier observatoire sur la mobilité, qu'on avait voulu voir la mobilité inclusive. Alors, c'est pas le sujet du tout, mais on sait que la mobilité, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un sujet de fracture sociale et géographique extrêmement important. Et donc, du coup, autour de la mobilité, il y a des vrais sujets aujourd'hui de rapprochement pour pas laisser les gens au bord de la route. Cette histoire du Covid nous a fait encore plus comprendre que la mobilité avait des vrais impacts au niveau de l'écologie, au niveau du climat, au niveau de ces choses-là. Donc là, aujourd'hui, on aimerait, à l'aune de la crise sanitaire qu'on vient de vivre, de voir que nos maisons sont devenues à la fois des salles de classe, des bureaux, des gymnases, etc., réfléchir avec les gens qui le souhaitent sur une nouvelle réflexion sur la manière d'habiter la planète, histoire de laisser personne au bord de la route. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose d'ouvert. Il y a aujourd'hui la possibilité de s'inscrire là-dedans. Les choses restent à construire. Derrière ça, il y a des projets artistiques, il y a des projets de podcast, il y a des projets qui sont intéressants à produire. Et donc, c'est ouvert pour les gens que ça intéresse de venir avec nous développer cet observatoire. On est une agence agile, on est une agence flexible et on est une agence ouverte. Et que cette notion d'observatoire est la démonstration de la manière dont on a envie d'arriver à vous accompagner, puisque c'est vous les acteurs et nous, on est là juste pour mettre en lumière ce que vous pensez et ce que vous êtes en train de concevoir. Donc voilà, et si ça vous intéresse, eh ben, dans ce cas-là, vous nous rejoignez et ça serait absolument super. En tout cas, accélérons, c'est ça de ma conclusion. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci. Merci Jean, merci Jennifer aussi. Ces exemples sont très inspirants. Écoutez, il est 10h17, on a un petit peu en retard sur notre propre timing parce qu'on veut laisser la place à la réponse à des questions qui ont été posées et il y en a finalement pas mal. Je voulais juste démarrer cette séance de questions-réponses en répondant à Katia qui nous dit pourquoi avez-vous choisi de valider les interventions de chat par un modérateur. Le modérateur, donc c'est moi. C'est très très simple et qui parle de transparence. C'est très très simple en fait. Comme vous l'avez compris, on teste cette plateforme sur le plan technique avec des petites surprises qu'on essaye de gérer en temps réel. Et pour notre part, en tout cas pour la mienne, j'ai un petit écran sur le côté qui me donne 4 ou 5 questions au maximum, alors qu'il y en a un certain nombre qui ont été posées. J'ai donc éliminé toutes les problématiques techniques qui rentrent dans la question, parce que sinon je pense qu'on va pas réussir à rentrer dans le fond. Voilà. Donc ce petit mot de clarification sur notre posture par rapport à notre choix de la modération étant fait, je propose à Christelle et à Stéphanie peut-être de répondre à cette question dans un contexte d'essor de la construction bois. Arrivez-vous à sourcer le bois dans un rayon relativement proche du chantier ou en France? Stéphanie, on t'entend plus, ni Christelle. Vous avez dû vous mettre sur le mute, je pense. Oui, non? Voilà. On a laissé Jean et Jennifer. Oui. C'était très bien, mais là maintenant c'est le temps de parler. C'est un réel sujet, notamment pour les années à venir. Se pose la question aujourd'hui, il y a tellement de bâtiments qui sont pensés en bois qu'on se dit tous qu'à un moment la filière est en plein essor, en plein développement. De nombreuses entreprises, même entreprises générales, ont vraiment changé leur spectre d'action parce qu'ils étaient très, très concentrés sur le gros œuvre et le béton. Oui, aujourd'hui, là, on construit une école primaire, une école élémentaire à Drancy qui va être livrée cet été pour la rentrée de septembre en bois, et le bois vient de France. Nous, on y tient beaucoup, on suit beaucoup nos projets. On a de la pierre aussi, de la pierre de taille dans le projet qui est extraite à 90 km du chantier, donc c'est un engagement qu'on a. C'est une question intéressante car effectivement, c'est bien joli de dessiner un projet en bois, mais si le bois vient du bout du monde, il n'y a pas d'intérêt. Donc, et on se pose à l'agence la question aujourd'hui, jusque menuiserie, poignée de porte, etc. On essaye de suivre vraiment les filières parce on pourra dessiner les bâtiments les plus engagés et vertueux possibles. Voilà, il faut aussi suivre la provenance des matériaux. Mais oui, on s'en sort encore. Après, dans les années à venir, c'est une filière qui est en plein développement et il va falloir accompagner de nombreux projets. J'ajoute juste, se pose vraiment la question, c'est un peu devenu la course au bois. Et c'est pas toujours très pertinent. Déjà, c'est pas très pertinent de le mettre à l'extérieur dans tous les territoires. C'est pas forcément adapté, et parfois de vouloir de l'affichage bois pour afficher du bois.
alors que la structure à l'intérieur doit être protégée par un certain nombre de couches, c'est pas forcément pertinent. Donc, il faut vraiment se poser, ce que disait Christelle, la question du matériau local et adapté. Adapté au sol, adapté au contexte, adapté parce que c'est une ressource qui est disponible dans un rayon restreint, etc. Et en fait, le bois automatique, ça peut aussi devenir un risque de développer trop de projets en bois et de pas forcément maîtriser l'approvisionnement et la quantité nécessaire de matière. Dans la foulée de votre réponse à cette question, il y a une autre question qui est posée. Pour la santé, où en sommes-nous dans le développement des matériaux biosourcés? Donc, ma compréhension, c'est qu'il y a une accélération de l'utilisation de ces matériaux. Il y a un label produit biosourcés qui a été créé il y a 3 ans. Oui. C'est quoi votre expérience en termes d'utilisation et de capacité à intégrer ça dans vos projets? La question, alors effectivement, ça se développe beaucoup. Il y a aussi de plus en plus de matières qui sont issues des filières de réemploi, plastique, etc., qui sont encore parfois à petite échelle, mais qui commencent à prendre de l'ampleur. La question, elle est toujours alors nous, on est confronté à deux éléments en particulier, c'est le coût et la réglementation, tout le temps. Donc, c'est souvent nos gros freins. Le coût, parce que quand vous développez des nouveaux matériaux, on le sait, avant d'atteindre une certaine échelle de production, finalement, ça coûte assez cher. Donc, dans ces cas-là, il faut aussi qu'on soit accompagné par des maîtres d'ouvrage qui veulent s'engager et qui soient en capacité de payer, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'ils ont aussi des bilans financiers à tenir et c'est important. Et puis sur les aspects réglementaires, alors ça, c'est un travail qu'on fait, nous, on se bat aussi et on travaille un peu plus sur ces sujets-là, plus que demander, on va dire, pour trouver des solutions, pour aller chercher aussi des exemples à l'international, parce qu'il y a aussi des pays qui font différemment, etc. Et pour pouvoir discuter avec les autorités compétentes, on va dire, qui certifient l'utilisation des matériaux. Voilà, mais c'est toujours une prise de risque et pour nous et pour le maître d'ouvrage, etc. Mais en fait, il y a déjà plein de gens qui sont capables de prendre ces risques et qui ont la volonté de s'impliquer en fait dans ces démarches-là. Donc ça évolue et il faut continuer à pousser. Et il faut surtout, je pense, à la fois faire de la pédagogie parce que le recyclage, ça a parfois une mauvaise image. Et aussi continuer à proposer, à être force de proposition en permanence, même quand c'est à petite échelle, quoi. Encore une dernière question, on va faire tourner la parole, mais il y a encore une question sur pourquoi ne pas parler du recyclage des métaux. Est-ce que là-dessus, dans votre expérience, il y a un retour d'expérience intéressant à partager? C'est un sujet car finalement aujourd'hui, par exemple si on parle de la question structurelle, en tout cas le bois est le matériau qui a le moins d'impact carbone, ensuite c'est le béton, ensuite c'est l'acier. Donc effectivement les métaux c'est un vrai sujet. Alors on avait travaillé sur un projet pour réinventer Paris, notamment où on recyclait des IPN donc on les utilisait plus forcément pour une structure mais ils devenaient matériaux de façade. L'idée c'était de réutiliser et puis on sait qu'apparemment ArcelorMittal commence à travailler sur des poutres structurelles qui seraient issues, enfin avec un pourcentage en fait de métaux qui seraient issus du recyclage de la déconstruction. C'est vrai que dernièrement, en tout cas sur les projets carbone, on n'utilise pas beaucoup, le moins possible en fait de métaux, alors que par exemple nous, on est des passionnés de serrurerie et de dessin, de garde-corps, etc. En tant qu'architecte, mais aujourd'hui avec les contraintes carbone, donc ça avance aussi, mais c'est moins. Enfin, en tout cas, nous, dans notre pratique, on a eu moins l'occasion en fait de travailler sur ces matières. Et puis il y a une vraie question de résistance mécanique qui est compliquée dans le réemploi du métal, qui est compliquée à prouver avec la réglementation applicable et les calculs d'ingénieurs qui sont à justifier pour dire ça tient ou ça tient pas. Donc sur les petits éléments, c'est faisable. Sur les éléments structurels, c'est très très compliqué encore aujourd'hui. Ouais. Point de vue résistance mécanique et juste pour s'assurer que le bâtiment va pas s'écrouler, quoi. Concrètement. Petit détail. Ok, écoutez, merci pour ces réponses. Alors, je regarde, donc je navigue dans les questions du chat. Alors, j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement pour Jean et Jennifer, ce ne sont que des acclamations et des bravos. Donc, je pense que l'observatoire va tripler de volume dans les minutes qui
qui vont suivre. Je vais donc, je continue à naviguer, je vais à la demande générale répondre à une question qui plutôt de mon ressort, tout à fait d'accord avec Philippe Raffin pour définir et proclamer son combat RSE, mais comment positionnez-vous cette noble ambition versus l'enjeu de définir sa raison d'être, n'est-ce pas la raison d'être qui définit le pourquoi de l'organisation, et ensuite la RSE qui déploie la boîte à outils du comment faire. Alors, c'est une très bonne, c'est un très bon point. Effectivement, il n'y a pas de confusion entre les deux, mais ils sont reliés. Alors, premier point sur la raison d'être qui me paraît important parce que on est dans un effet de mode clair au sujet de la raison d'être et on voit fleurir partout des chantiers d'ailleurs qui sont presque un tout petit peu curieux parce que finalement les conseils d'administration se reposent, les codires se reposent la question de savoir pourquoi, quelle est leur licence à opérer, pourquoi ils existent sur un marché, et je pense qu'ils le savent en réalité, et que cette clarification est certes intéressante, mais elle n'est pas, elle est nécessaire probablement, mais pas suffisante. Et pourquoi je parle de combat? C'est qu'une fois qu'on a travaillé sur en effet le pourquoi j'existe sur le marché, finalement entre qu'est-ce qui se passerait si je n'existais pas et est-ce que je peux le définir. Derrière, déployer une stratégie RSE nécessite, comme le disait d'ailleurs très bien Jean et Jennifer tout à l'heure, de l'appropriation de tout le monde, de ce que dans le langage de la RSE on appelle les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est les usagers, mais c'est évidemment toutes l'écosystème avec lequel l'entreprise travaille à tous les niveaux, en interne d'ailleurs, également comme en externe. Et la problématique de la RSE, c'est que c'est tellement multifacette que pouvoir résumer l'engagement RSE d'une entreprise est souvent très difficile, ne serait-ce qu'en interne. Je veux dire, énormément d'entreprises de plus de 1000 ou de 5000 personnes se retrouvent dans des situations où seules 2 personnes sont capables, grosso modo, de dire à peu près quel est l'engagement RSE de l'entreprise, alors que des efforts extrêmement importants ont été menés dans les 10 ou dans les 15 dernières années. D'où l'idée, d'un certain moment, choisir un combat qui soit peut résumer l'ensemble de, c'est le cas de l'exemple de Danone, l'ensemble de l'engagement RSE, mais il y a un travail à ce moment-là de storytelling et enfin lumière qui est fait pour que la manière de nommer ce combat, de le mettre en scène, ait suffisamment d'effet d'aura pour qu'on comprenne beaucoup de choses qui ne sont pas dites explicitement. Ou alors, c'est le cas aussi dans d'autres situations, d'ailleurs c'est le cas dans l'exemple que je donnais d'interface. Le combat, c'est une partie de l'engagement RSE. Et ça n'a pas vocation il n'y a pas de prétention à ce que le combat résume l'intégralité de ce qui est fait en matière de RSE. Mais en revanche, ce qui est choisi a suffisamment d'effet, là aussi, d'aura pour que la connexion avec tous les publics soit plus forte, plus rapide, et que le crédit que finalement d'autres choses sont faites qui ne rentrent pas dans la lumière de ce combat soit plus facilement attribué dans une société qui est de plus en plus critique. Par définition, la charge de la preuve, elle est bien du côté de l'entreprise lorsque, en particulier, on aborde ces sujets d'engagement. D'où enfin, à notre sens, c'est quelque chose qu'on fait pour de nombreux clients en ce moment, trouver le combat qui va justement permettre cette connexion et cette appropriation large et trouver l'histoire qui va permettre d'ailleurs à des agences de communication comme Territoire, d'ensuite pouvoir l'exprimer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ce point. D'ailleurs, n'hésitez pas, Christelle, Stéphanie, Jennifer et Jean, à réagir aussi ou à rebondir sur ce point ou sur un autre. Je balaye les autres questions. Alors, je voudrais du coup rebondir sur cette notion de combat dans ce cas-là. Puisqu'en fait, c'est sûr que c'est un combat, mais en même temps, aujourd'hui, on ne veut pas de guerre supplémentaire. On veut avoir des gens qui proposent des choses qu'on puisse. Enfin, je reviens sur cette notion d'appropriation. Donc, je comprends qu'il faille des engagements.
Mais le rapport à l'écriture, à l'esthétisme fait qu'on n'est plus dans un combat, mais on est plutôt dans une proposition de valeur qui nous permet à chacun de pouvoir s'approprier le sujet. Et donc, évidemment, la RSE, mais d'une manière générale, dans ce cas-là, vivre, c'est un combat. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de donner envie. C'est-à-dire que je suis plus sur une contribution positive, de partager des valeurs d'optimisme, de partager des énergies, des choses qui construisent, plutôt que de combat où on a l'impression qu'on est contre quelque chose. On n'est pas contre quelque chose, on est pour quelque chose et on avance d'une manière positive, optimiste, sereine. Ça paraît peut-être un peu naïf et un peu niais de dire des choses pareilles, sauf qu'aujourd'hui, justement, globalement, on a dit qu'on était en combat. On était en combat pour le climat, on était en combat pour l'environnement, on était en combat pour l'écologie, pour la valorisation des déchets. Or, en fait, le problème du combat, c'est que les gens ne veulent pas y aller. Là où tout d'un coup, il va y avoir une proposition qui va être forte, c'est quand les gens vont vouloir y aller. À ce moment-là, il va y avoir un engagement. Et dans ce moment-là, on va être plutôt dans un mouvement, et qui est un mouvement positif et pas négatif. Et donc, du coup, tout le rapport à la communication au sens esthétique, connivant, complice, sourire, toutes ces choses-là, en fait, elles ne viennent, qui avaient été jusqu'à présent dit oh là là, mais ces gens-là sont en train de nous emberlificoter, ils sont en train de nous rouler dans la farine, tout ça, c'est du greenwashing. Nous, on ne croit pas du tout à ça. Je pense qu'au contraire, c'est pas parce qu'on donne envie qu'on fait du greenwashing et que globalement, ce qu'il faut, c'est produire un mouvement qui soit collectif et produire une contribution qui soit positive. Donc, c'est pour ça que je pense que la radicalité, puisque j'ai vu que dans le fil de discussion, on parlait de radicalité, nous, on est radical, mais on est radical dans le plaisir, on est radical dans l'envie. Et on pense que le temps 1 de l'accélération, le jour où on commencera à comprendre ce genre de choses, et que le jour où tous les responsables RSE, innovation, architecture, développement, et qu'on sera tous unis d'une manière un peu positive, à ce moment-là, on pourra produire de l'appropriation et vraiment un engagement et produire un vrai du changement d'échelle. Le changement d'échelle, c'est quand tout le monde va se l'approprier et va pas dire c'est pas mon combat. Ton combat, c'est pas celui-là. Ton combat, c'est de se lever le matin, c'est de laisser une planète à des enfants, à tes petits-enfants, etc. Donc voilà. Enfin, donc du coup, c'est des termes. Je suis désolé de réagir comme ça sur ces raisons d'être, sur ces combats. Tout ça est tout à fait juste et tout ça est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que si on veut passer de l'an 1 du changement d'échelle, il faut passer de quelque chose qui était brutal et dur à quelque chose qui soit positif, mais par contre énergique. Oui, j'aime l'attitude des architectes et notamment de Stéphanie et Christelle qui, pour les avoir vus sur des sujets avec énormément de pression et d'enjeux, portaient cette espèce de volontarisme positif, généreux et merci. Non, mais excuse-moi, je réagis à ta réaction. Je veux dire, sur la nuance sémantique, je n'ai pas tout à fait la même appréciation, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'un combat peut être positif. Je pense que le combat, non seulement ça peut être positif, mais ça peut être un combat parce que c'est pas facile, parce qu'il faut se battre, non pas d'une manière agressive, mais je veux dire, les exemples que Christelle et Stéphanie donnaient, où moi j'ai perçu un combat personnel dans un monde qui n'offre pas spontanément et si facilement en se levant le matin toutes les options vers un avenir plus durable et des combats, c'est des combats aussi pour maintenir une vision éthique et une vision globale durable malgré par exemple dans le recyclage des filières qui ont du mal à délivrer, malgré la difficulté en termes de coûts, etc. Donc bon, mais en tout cas l'aspect et la vision positive que tu soulignes, je la partage évidemment, et je pense que c'est en tout cas pour revenir à l'appropriation, parce que moi aussi je suis tout à fait c'est une notion qui est extrêmement importante pour nous, puisque l'appropriation c'est ce qui permet d'accélérer le partage et l'adhésion. Et pour qu'il y ait une appropriation, il faut malgré tout qu'on puisse identifier quelque chose qui est fort. Donc, tout le mot combat sur lequel… Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose aussi en termes de sémantique, c'est qu'il y a une différence entre la séduction et la mystification. Et qu'aujourd'hui, on a toujours dit attention à pas être séduit. Alors moi, je pense qu'il faut être séduit. Il faut être séduit par la transition. Il faut être séduit par la transformation. Il faut pas être mystifié par cette transition et pas cette transformation. Donc c'est pour ça que ça s'appuie sur des preuves, que ça s'appuie sur des vraies actions. Mais faut pas avoir peur d'être séduit. La vie, d'abord, et ça, et dans notre parcours, on est séduit et c'est super. On est séduit par des idées, on est séduit par des envies, des volontés. Il faut être séduit par ça. Moi, ça me dérange pas.
Oui, c'est fondamental. En revanche, il ne faut pas être mystifié. Ça, c'est autre chose. C'est fondamental et pour avoir réussi, alors même si ça peut paraître être un petit combat, peu importe. En fait, nous, on défend des valeurs qui sont au service du collectif, parce qu'on est quand même censé agir pour l'intérêt public, ce qui fait partie de l'histoire de notre métier. Et dans le cadre d'un petit projet, Christelle vous l'a présenté tout à l'heure, il y avait une petite table en bois avec du bois issu de filières de réemploi. En fait, on a réussi à convaincre notre maître d'ouvrage justement par le plaisir, parce que il y avait cette idée de réemploi un peu palette, un peu bricolo, un peu pas très qualitatif, qui les faisait pas rêver clairement. Et ils avaient besoin d'avoir cet aspect de séduction, de dire ah bah effectivement en fait on va aboutir à quelque chose qui nous fait plaisir, et en fait c'est comme ça qu'on les a finalement convaincus et qui se sont appropriés finalement cette démarche et qui sont maintenant très contents de raconter comment ils se sont engagés dans ce processus-là auprès de leurs adhérents, puisqu'ils sont 4500 adhérents. Et donc c'est aussi par cet aspect de séduction finalement qu'on a réussi à les convaincre, parce que convaincus de la matière, convaincus que ça allait être joli, convaincus que ça allait être pratique, etc. Et donc on peut pas éviter effectivement cette question du plaisir, parce que bon, on est quand même là pour ça aussi. C'est pour prendre du plaisir dans notre métier et pour tout le monde, quoi. Une question de Sylvie de Bourgois que je vous pose, Christelle et Stéphanie, sur les exemples en France de villes ou de quartiers durables qui seraient aspirationnels et qu'il faudrait regarder comme tels. Qu'est-ce qui vous vient? À part Montreuil, si je comprends bien. Non, mais alors aujourd'hui, c'est vrai que, et ça c'est formidable, c'est que depuis 10 ans, il n'y a plus spécifiquement des villes qui ressortent. Effectivement, il y a Grenoble, Strasbourg qui sont des villes très avancées sur les sujets environnementaux à l'échelle de l'urbain. Mais aujourd'hui, on le voit nous parce qu'on accompagne de nombreux aménageurs et des collectivités aussi sur justement l'exigence qu'ils peuvent avoir à la transition. Tous les territoires en France se posent ces questions et on voit émerger des projets un peu partout. Et vous allez pouvoir trouver à Toulouse un bâtiment en terre crue de Philippe Madec, dans un petit village vers Clermont-Ferrand des logements en bois. C'est-à-dire que on n'a pas forcément d'exemples spécifiques à faire ressortir. Voilà. Après, c'est sûr qu'aller chercher, il y a des éco-quartiers qui sont en train d'émerger, des bâtiments qui sont pas encore construits, qui sont en études et qui, voilà. Aujourd'hui, la transition carbone, c'est quand même très récent. Le label E+C- est là depuis seulement 1 an ou 2. Donc, ces projets sont pas encore forcément sortis de terre. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher vraiment les dessins actuels, les derniers concours gagnés et qui sont plutôt justement, on en parlait tout à l'heure, de low-tech. Alors qu'il y a 10-15 ans, en fait, on pensait des bâtiments effectivement sur le sujet thermique et la rénovation thermique et l'énergie, mais avec beaucoup de machines. C'était vraiment assez complexe. On est dans une nouvelle, voilà. Nous, on conseille vraiment la lecture de La frugalité heureuse, les sujets qui sont portés par l'architecte Philippe Madec, qui est vraiment dans cette idée de sourçage des matériaux. Et lui, ça fait 30 ans qu'il travaille sur des projets avec un fort engagement écologique. Non, je vais faire une intervention pour dire que je m'en vais, que je dois partir parce que je suis très en retard sur une autre. Oserais-je te dire que de toute façon, je pense que c'est le cas de. Je vois encore 78 personnes. Merci de cette patience et d'avoir. Oui, on va conclure. Voilà, on va quand même conclure parce qu'on a 10 minutes de retard. Écoutez, merci vraiment. Alors, merci aux intervenants. Et à vous quatre pour cet éclairage, je pense très très complémentaire que vous avez pu avoir et les réponses que vous avez pu donner spécifiquement aux questions. Globalement, il me semble que j'ai pas trop raté de questions plus spécifiques, si ce n'est il y a beaucoup de commentaires qui ne sont pas des questions. En tout cas, merci à vous quatre. Merci à ProDurable de nouveau et à Cécile, à sa présidente, de nous avoir donné l'occasion d'être les cobayes de ce premier live ProDurable qui, à n'en pas douter, sera le premier d'une longue série. Vous allez recevoir je vais laisser la parole, vous allez recevoir un email les uns et les autres, enfin tous les participants, qui vous permettra de retourner sur le replay.
Encore une fois, toutes nos excuses par rapport aux problèmes techniques que vous avez pu rencontrer et j'ose espérer qu'à ce moment-là, vous aurez un replay qui sera clair du début à la fin. Jean, tu voulais dire? Je voulais dire qu'à la question qui était posée, bâtiment et développement durable en A du changement d'échelle, j'aimerais répondre oui. Une manière de conclure à la réponse à cette question. J'ai l'impression qu'on a tous la même réponse, donc merci. Merci à tous et puis n'hésitez pas à nous contacter personnellement par email ou par LinkedIn si vous voulez qu'on poursuive la discussion sur ce sujet spécifique. Merci, très bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.